Et bonjour les bipèdes, bienvenue pour cette nouvelle émission de CGY, j'espère que vous allez bien. En tout cas nous on va très bien, n'est-ce pas mon petit Néo ? Ah oui, ça va très très bien, une belle émission encore qui arrive, tu la promets depuis longtemps en plus. Donc, voilà. Oui, depuis le temps qu'on avance et qu'on en parle et que on en parle un peu partout, ça va être un moment épique. Voilà. Ah ça commence. Et c'est pas terminé. Mais avant ça, donc avant de vous présenter nos invités, comme d'habitude la petite page de pub. Mon petit Néo, je t'en prie. Oui, je me remets les émotions parce que je suis jamais prêt avec ces vannes, c'est marrant. Oui, comme d'habitude, vous savez que si vous voulez nous soutenir, il y a un Spreadshirt, il y a des dons possibles sur le site, il y a surtout la bonne parole à prêcher un peu partout parce que c'est le meilleur moyen que voilà, on partage tous ce qu'on connaît et que vous découvriez tous ces parcours, toutes ces personnes. Et donc sur le Patreon, si vous avez envie de nous soutenir, c'est $1, $3 et $5, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Parce que j'ai vu il y a pas longtemps en euros que ça avait encore changé, donc je vais me mettre à jour, promis. La prochaine émission, je serai à jour. Mais c'est dans ces eaux-là et c'est vraiment pas grand chose. Mais en tout cas, si vous avez accès aux émissions en avance, à notre Discord aussi, si vous voulez venir échanger ou nous proposer des émissions ou peu importe. Donc voilà, ce serait super cool. Mais surtout, voilà, écoutez, partagez. Aussi CGBeers, je mets un coup dans le micro. Effectivement. Le CGBeers, qui est une émission particulière, spéciale. C'est la suite de l'émission normale, disponible à tout le monde. Et puis là, on discute de tout, de rien avec nos invités et surtout de tout. Voilà. Très bien. Écoute. Et on remercie infiniment tous nos patriotes parce que ça augmente. Ouais, c'est cool. C'est cool. Ouais. Et on vous remercie beaucoup tous. Voilà, on peut pas tous vous lister, mais vous êtes dans les notes de l'émission. Eh oui. En attendant, partons dans l'irréel, dans un moteur, un engin irréel, puisqu'on va parler d'Unreal Engine fait par Epic Games, et on a deux représentants, VRP, comment vous présentez. Allez-y, on a Johan Da Silva et Agathe Turlotte. Je vous laisse vous présenter, dire un peu ce que vous faites à Epic, ou en tout cas avec Epic. D'accord, je vais commencer. Donc moi c'est Johan. Donc moi je suis le consultant stratégie Unreal Engine chez Epic, ce qui veut pas dire grand-chose. D'accord. Mais tu vas nous expliquer. Ouais, mais je vais expliquer. Alors, moi, rapidement, avant de parler d'Epic, moi, j'ai fait toute ma carrière entre l'animation et le jeu vidéo, en commençant par monter mon studio quand j'avais 20 ans et qui était à la base un studio d'anime qui est devenu un studio de jeux vidéo à Clermont-Ferrand. Voilà. Quand on se donne des challenges dans la vie, c'est Et j'ai dirigé plusieurs écoles avant de rejoindre Epic, avec moi une question, une problématique que j'avais découvert à la fois en travaillant en studio et qui me paraissait important stratégiquement en arrivant dans des écoles, c'était l'arrivée du temps réel et des IA. Alors je vais pas trop parler d'IA aujourd'hui, mais surtout sur le temps réel. Et donc c'est un lien direct avec notre mission chez Epic, qui est aujourd'hui on travaille pour l'équipe éducation, qui est dirigée depuis les États-Unis. Et éducation chez Epic, ça veut dire beaucoup de choses. C'est une définition qui est très très large, qui correspond aussi bien au travail avec les écoles, donc les relations avec les écoles au quotidien, où on va se déplacer à travers la France et au-delà, rencontrer les étudiants, les profs, voir comment on les accompagne, mais aussi les studios, avec toute une verticale sur la formation, les montées en compétences, aider à recruter. Pour tous les studios qui adoptent Unreal pour faire autre chose que du jeu vidéo, aussi qu'est-ce que c'est que ce truc et comment ça s'utilise. Et après tout un travail aussi institutionnel avec dans un contexte France 2030 qui est assez important aujourd'hui, avec des enjeux stratégiques dans plein d'industries. Essayer de travailler avec les acteurs pour faire comprendre, aider à bien identifier stratégiquement et que ce soit en termes de défis techniques, humains, écologiques, comment on peut accompagner. Voilà. D'accord. On rentrera dans le détail un peu plus avec les questions et mais c'est vaste. C'est vaste.
Et donc Agathe, bienvenue, bonjour. Bonjour, donc voilà, donc moi je suis Agathe. Alors moi j'ai absolument rien à voir avec le jeu vidéo. Enfin j'ai fait la bascule il y a une dizaine d'années, parce qu'à la base j'ai fait des études d'histoire et de management stratégique des achats. D'accord. Donc voilà. Comment as-tu atterri ? Voilà, j'ai fait ça et puis j'ai basculé quand j'ai rejoint une boîte qui faisait de la robotique humanoïde. Où petit à petit, voilà, je suis passée des achats, la gestion de projets software. Et avec tous les gens que j'ai rencontrés là-bas qui venaient beaucoup du jeu vidéo, hein, la robotique avait beaucoup embauché des gens qui venaient du jeu vidéo. Et petit à petit, j'ai fait la bascule, j'ai travaillé dans la réalité augmentée, toujours un peu d'achat quand même un peu à côté, et puis travaillé dans une école. Et j'ai rejoint Epic il y a 1 an, donc où je travaille avec Joanne pour la France et de manière générale l'Europe, sur l'ensemble des missions éducation, comme l'a dit Joanne, au sens large, où c'est pareil, j'ai un beau titre qui doit être Education Advisor. Donc voilà, on travaille avec les Américains, on a souvent des beaux titres, voilà. Oui, Après, évidemment. la réalité est toujours Alors, beaucoup du coup, plus ouais. pragmatique. Alors du coup, vous travaillez pour Epic ou avec Epic ? On travaille avec Epic. Donc, nous, on n'est pas salariés d'Epic. Ouais. En gros, dans l'équipe éducation, on a donc l'équipe, comme je disais tout à l'heure, elle est dirigée depuis les États-Unis, avec vraiment différents départements assez structurés. Et ensuite, on a on va dire les équipes de terrain qui vont être les advisors ou strategy advisors en fonction de l'étendue des territoires. Et la plupart du temps, ça va être des prestataires, donc qui travaillent sous forme de mission. Donc, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui qui connaissent leur marché local, que ce soit tout l'écosystème éducatif, studio. Mais c'est pas une donnée, on va dire très fiable, parce qu'en fonction des pays, ça peut être un peu différent. Voilà. Ok. En tout cas, nous, par exemple, pour la France, l'Espagne, l'Italie, on va avoir des collègues qui s'occupent de ces zones-là. Mais voilà, en fonction d'autres pays, et aussi l'histoire d'Epic, parce que c'est quand même une boîte qui a 30 ans, donc les choses ont pu évoluer au fur et à mesure. Mais Vous voilà. vous occupez surtout de la France. Alors, on Alors- s'occupe de la France, de la Ouais, le pays francophonie, francophone. mais pas trop du Québec, qui fait partie des sujets sur lesquels on travaille tout le temps. Moi, je m'occupe aussi des pays nordiques, qui n'a pas grand-chose à voir avec la France, mais La qui est plutôt, mais qui vient plutôt moi d'expériences professionnelles passées, où j'ai travaillé en Finlande. Et où, par exemple, je suis le consul honoraire de Finlande pour Montpellier, voilà, des choses qui n'ont Ah rien oui, à voir. carrément. Mais On reçoit un consul, Léo. Non, Et voilà, il donc va falloir que je m'habille un peu mieux maintenant. Et donc, je vais On en attend pas moins, s'occuper aussi, s'occuper aussi des pays nordiques. Voilà, puis on travaille aussi un Excellent. peu la Belgique, la Suisse. Il y a une vraie volonté aussi d'Epic d'être proche des marchés locaux. C'est-à-dire que l'équipe est mondiale, on a une ligne directrice, mais il y a une volonté de dire, voilà, chaque marché quand même est différent. Il n'y a pas la même maturité, que ce soit sur l'animation, jeux vidéo ou l'architecture, enfin, sur toutes les différentes verticales et industries. Donc, il y a une volonté, voilà, de travailler au plus proche. Il n'y a pas la même volonté, il n'y a pas la même maturité au niveau des écoles. La France, on a beaucoup d'écoles qui forment à la 3D, aux jeux vidéo. C'est pas forcément le cas partout. Donc, il y a une volonté quand même, voilà, de s'adapter au fur et à mesure aux différents marchés locaux. Est-ce que tu sens que justement c'est plus difficile de venir s'installer dans un marché, on va dire, enfin en tout cas dans une éducation qui est déjà depuis 15-20 ans tourne avec Maya, avec ces logiciels qui ne sont pas du temps réel du coup, par rapport à des pays qui n'ont pas encore grand-chose, où du coup c'est un peu plus simple peut-être de leur dire non mais commencez tout de suite avec Unreal, vous allez voir, ça va filer. Alors, je sais pas, c'est Il y a- une question un peu ouais, bizarre, non, mais... non, mais je vois ce que tu dis. En fait, il y a le côté où, en effet, en France, il y a des choses qui sont existantes. Donc après, c'est toujours un peu compliqué de faire changer, de faire évoluer les habitudes. Mais en même temps, on voit beaucoup dans les écoles, et avec la multiplication aussi des écoles d'art, de 3D, de formation, on voit quand même une volonté de vouloir rester proche de ce qui se fait, des nouveautés du marché, que ça soit par l'IA, par le temps réel. Donc en fait, on sent la bascule qui vient aussi beaucoup des écoles et aussi des petits studios, parce que ça permet aussi de pouvoir faire des prods qui sont peut-être un peu moins chers, ou de vouloir essayer et tester des choses. Mhm. Donc plutôt pour les gros studios, c'est peut-être un peu plus difficile, parce que changer un pipe, passer du pré-calc à du temps réel, c'est toujours compliqué, et ça demande énormément de temps et d'investissement. Donc on voit des choses qui évoluent quand même sur le marché par des petits studios, des indépendants et par des écoles.
Donc un peu entre les deux, je dirais. Voilà, je vais te faire une réponse de Normande. Non, mais c'est intéressant. Vas-y. Moi, je dirais qu'en fait, on voit exactement la même chose entre les studios et les écoles. C'est-à-dire entre vraiment les écoles historiques, voilà, les fameux grands-ducs, ils savent qu'il faut y aller depuis longtemps. Donc, il y a des écoles qui ont intégré, que ce soit Unreal ou Unity, depuis des années, mais pas forcément jusqu'au projet de fin d'études. Mais comme dans les studios, tout le monde regarde. Mais la prise de risque n'est pas la même entre une école et un studio qui a son pipe, qui est déjà intégré, ou un niveau de qualité qu'il faut avoir, et tout le monde a ses habitudes, ses enseignants, un programme qui est bien établi. Donc forcément, nous, le travail d'accompagnement n'est pas exactement le même, parce qu'on va devoir vraiment le faire en finesse, de savoir où est-ce qu'on prend cette prise de risque et comment est-ce qu'on va accompagner. Et dans les studios, c'est exactement pareil. Et inversement, il y a les nouveaux qui arrivent, que ce soit école ou studio, qui commencent tout de suite sur du temps réel. Eux, ils n'ont pas vraiment à faire le shift et la prise de risque. Et on le voit au niveau international, c'est un peu pareil. Beaucoup de pays émergents se disent, on va pas... souvent, ce qu'on compare, c'est comme avec le téléphone portable. On n'a pas attendu d'abord de faire des lignes téléphone avant de passer au téléphone portable. Là, c'est pareil. On va pas investir dans une render farm si on peut directement faire du temps réel. Ouais, tu sens quand même que les gars, ils se disent, allez, on va aller direct dans le temps réel. Ah oui, là, en tout cas, on travaille de plus en plus sur des projets en Afrique. C'est évident. Ouais, parce que la tentation est forte. C'est-à-dire, t'as Maya qui est très installée. Il y a beaucoup de gens qui ont le savoir et tout. J'imagine que quand tu crées ta boîte, tu dois te dire, bon, est-ce que ça demande quand même de se prendre beaucoup en charge, je pense, aujourd'hui, non Oui, mais vraiment sur l'exemple de Maya, je pense que tout le monde dans l'industrie sait que Maya est quand même là depuis un bon moment et que ça évolue plus beaucoup. Donc c'est un vrai enjeu stratégique pour l'industrie au global, c'est l'après Maya. Alors que ce soit Unreal, que ce soit Blender, il y a plein d'options, mais voilà, on sait que Autodesk a arrêté d'investir dans Maya et en tout cas dans toute leur suite soft depuis des années. Ils ont racheté tout le monde et tué les concurrents. Voilà. Maintenant qu'ils ont tué tout le monde, c'est en train de réémerger. Donc il y a cet enjeu global. Et effectivement, pour des studios qui commencent, effectivement, il y a l'enjeu de trouver des talents, mais dans certains pays, il n'y en a pas de toute façon. Donc, autant commencer à former directement sur un pipe qui va être celui de l'avenir, plutôt que former massivement des gens sous Maya, où il va falloir qu'on les fasse passer à autre chose après. Alors, moi, je voudrais revenir un petit peu aux fondamentaux, parce que tout le monde ne sait peut-être pas forcément quelle est la différence entre un DCC, enfin un Digital Content Creator, comme Maya, comme 3ds, comme comme tu disais, un peu des dinosaures, et Unreal, Unity. C'est quoi la différence? Parce qu'on parle de temps réel, ça veut dire quoi concrètement? Oui. Alors souvent, effectivement, c'est un peu une idée reçue et souvent c'est la première chose qu'on dit. Il faut faire attention entre l'utilisation de temps réel et comparé à Maya. Des gens qui viennent de Maya ou de Max depuis des années, quand on leur parle de temps réel, ils voient très bien un vrai raccourci qui est OK. Donc ça veut dire que j'ai plus de temps de rendu, j'appuie sur un bouton, tout est sorti, ça me coûte moins cher, ça va beaucoup plus vite. C'est plus compliqué que ça. Voilà. En gros, ma question. Donc en fait, on compare, comme tu le dis, un DCC qui va être un logiciel qui est conçu pour créer de l'image 3D, qui est spécialisé là-dedans, et de l'autre côté, Unity ou Unreal, qui sont des moteurs de jeu. Alors souvent, l'analogie que je vais donner, c'est un moteur de jeu, c'est comme un OS de fabrication d'univers 3D. D'accord, un OS, donc Windows, donc, iOS, ça va être une plateforme. Une plateforme de création. Okay. Donc, qui, en soi, la seule chose qu'elle sait faire et pour laquelle elle est conçue, c'est générer de l'image avec laquelle on va devoir interagir. Et effectivement, c'est là où arrive le temps réel. Parce que ça vient du jeu vidéo. Voilà, personne dans le jeu vidéo est prêt à attendre 2, 3 minutes, voire des heures entre chaque action. Donc, le moteur de jeu est par essence interactif. Mais comme va l'être un système d'exploitation. On va pas, je fais une action dans Windows ou dans macOS, j'attends qu'elle se réalise tout de suite. Donc, ça va être une plateforme qui va donner un ensemble d'outils pour que les créateurs puissent les approprier pour créer des applications. Ces applications, à la base, sont des jeux, mais elles peuvent être complètement autre chose. Et avec l'arrivée et l'utilisation de la 3D dans différents univers, on voit cette appropriation d'un moteur de jeu dans tout un tas d'industries qui, à la base, ne font pas forcément du jeu vidéo, mais qui ont besoin des mêmes choses. Donc, qui ont besoin d'interactivité, le fait que l'interaction soit instantanée, mais aussi d'images de qualité photoréaliste, ou pas, en tout cas d'avoir un niveau de qualité visuelle. Donc, la différence, elle est vraiment là. C'est d'un côté, on a un outil qui est conçu pour faire de la 3D, un point c'est tout, et de l'autre côté, un outil qui est fait pour faire une interaction
en temps réel et qui se trouve être dans un environnement 3D aussi. D'accord. Donc, plus de calcul. Si, mais Alors, en temps réel, justement. Voilà. Alors, il y a du... Non, mais plus de calcul dans le sens plus de calcul d'image derrière Alors, moi, il y a une petite formation Unreal, d'introduction à Unreal que j'aime bien, qui commence par on lance Unreal, on regarde l'image et on dit que jamais l'image et Unreal ira plus vite que une fois qu'on l'a ouvert. D'accord. Donc en gros, t'as dit quoi? on lance Unreal, jamais l'image. On lance Unreal, on Ouais. fait rien d'autre. On regarde cet écran gris où il y a juste Ah oui, d'accord, une ok. grille. Voilà, jamais Unreal n'ira plus vite que maintenant. À Que partir quand de il y a là, quelle que soit l'action qu'on va faire, on va afficher plus lentement. D'accord, ça va alourdir de toute façon. En gros, il va y avoir du calcul. Voilà, si on prend, si j'ouvre Maya et si j'ouvre Unreal d'un côté, voilà, Maya, on a l'impression qu'ils sont dans le même état, il n'y a rien à l'écran. Par contre, dans Maya, plus on va rajouter d'actions à l'intérieur, plus on va rajouter de complexité, son boulot à Maya, à la fin, ce sera de nous générer une image. Mhm. Le boulot d'Unreal... De prendre un temps pour la calculer et la sortir. C'est ça, Et en fait, que le tu veux temps dire. qu'il va prendre, elle va être en fonction de la complexité de ce qu'on lui a donné. Ouais. Bien sûr. Dans Unreal, quand on va l'utiliser, ou dans n'importe quel moteur de jeu, ce que le moteur doit maintenir, c'est l'instantanéité de l'interaction qu'on va avoir. C'est-à-dire que si on rajoute de la complexité, toute l'optimisation qui est faite à l'intérieur du moteur, ça va être notre capacité à, je prends une manette, je prends n'importe quoi pour interagir, je veux que l'action que j'ai demandée se réalise. Donc ça, c'est vraiment l'interaction. Il se trouve que, comme dans n'importe quel ordinateur, plus on va lui demander de faire de choses compliquées, il va y avoir un moment où va falloir faire un choix. C'est est-ce que je continue à garder le fait que ce soit instantané ou est-ce que je commence à grappiller un peu dessus? Donc souvent, quand on parle de temps réel, alors on va dire en dehors du jeu vidéo, dans l'utilisation de l'animation, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des séries ou des films qui sont faits dans Unreal, l'image, en général, quand elle est générée, elle est plus en temps réel. Elle va être fabriquée par un moteur temps réel, donc elle va aller beaucoup plus vite que si elle était calculée par un moteur de rendu type Arnold, Renderman. Mais par contre, on va avoir perdu l'instantanéité de l'affichage. Juste parce qu'on arrive à un niveau de complexité d'image qu'aujourd'hui, les cartes graphiques et les processeurs qu'on a aujourd'hui n'arrivent pas forcément à suivre. Donc on a la possibilité. Éventuellement dans l'avenir. Pourrait, et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que voilà, chaque génération de GPU, on peut faire de plus en plus de choses, mais voilà, la nature ayant horreur du vide, en général, voilà, toute puissance additionnelle, on va quand même l'utiliser pour pousser un peu plus la qualité visuelle. Donc voilà, d'une prod à l'autre, ça peut être un peu différent. Je rajouterais aussi, pour moi, la différence, il est beaucoup sur la notion d'optimisation. Faire du temps réel, c'est faire des choix sur la complexité de l'image. Ce qu'il n'y a pas dans le précalculé. Et cette notion d'optimisation, c'est parce que la puissance de calcul est limitée par le temps réel et par l'instantanéité. Donc, c'est une notion de choix et d'optimisation qui est fait systématiquement. Et ça va être la différence avec beaucoup les. Il y a de l'optimisation en précalculé, mais on la met pas pour le même usage. Oui, c'est ça. Voilà. Ce que j'allais dire, est-ce que c'est ça aussi qui est une part d'éducation à faire dans une industrie de l'animation où on est habitué à y aller à fond les potards tant que la render farm elle tient le coup et que les PC aussi, les gars, il va falloir commencer à penser, en fait, faire comprendre l'intérêt d'optimiser dès le départ et de pas y aller, même si évidemment on a toujours fait attention au nombre de polygones à l'époque ou au nombre de ray tracing à un certain temps. À chaque étape, il y a toujours une histoire d'optimisation quand même. Mais j'ai l'impression que c'est moins une notion prise en considération dans des très gros studios qui ont des très grosses farms de se dire on va se limiter. Et je me demande dans quelle mesure, si tu veux, ça les empêche un peu de passer sous Unreal aussi, de se dire mais là ils vont nous faire chier, il va falloir qu'on se démerde pour que ce soit en temps réel, sauf que nous c'est pas notre préoccupation en fait pour le moment. C'est notre préoccupation dans chaque département individuellement. En anime, par exemple, nous, on veut du 24 FPS le plus possible. J'imagine qu'en modeling aussi, ils aimeraient bien avoir une réactivité quand ils mettent un coup de pinceau dans ZBrush ou ce genre de truc. Mais tous ces softs, effectivement, ils arrivent à une certaine limite de toute façon. En fait, pour moi, là, tu touches à la vraie question qui est aussi la manière dont on travaille ensemble. Tu viens de dire, là, en fait, l'anime a besoin de ça, la modé a besoin de ça. Travailler sur un soft en temps réel, c'est travailler en collaboration où l'image revient d'un département à l'autre. Et c'est la vraie différence aussi dans l'industrie du jeu vidéo ou de l'animation, où on est beaucoup plus en silo dans l'animation, où l'image passe d'un département à un autre,
ou au contraire, dans le jeu vidéo, l'image, elle revient, elle Jusqu'au passe, dernier elle est jour. jusqu'au dernier jour. Mm. Et c'est la vraie différence. Et ce qui entraîne aussi pour l'industrie de l'animation, au-delà des questions de pipe et de changement de pipe, c'est aussi des questions humaines d'organisation de l'entreprise. Et on touche là à des vraies problématiques d'habitude de fond, d'habitude de travail, de workflow. Bien sûr. Et il y a aussi ça qui est aussi un véritable enjeu dans l'adoption du temps réel. C'est vraiment ces changements d'entreprise et de manière de travailler où le temps réel, ça demande de travailler de manière collaborative. Et ça demande pas de dire moi j'ai besoin de ça et puis quand l'image passe là c'est ça, là c'est ça. Et quand mon boulot est fini, je le passe à quelqu'un d'autre. Hop, et pour moi c'est fini. Et puis voilà, je reviens éventuellement une petite retouche parce qu'on me le demande, mais voilà. Un cache-merde ou quoi. Mais ça en termes d'organisation et de production, c'est compliqué, je trouve. C'est très très dur de scoper, du coup, je dis scoper, mais c'est d'estimer le temps nécessaire, en fait. Si du coup les choses peuvent faire des allers-retours en permanence, quand est-ce que t'as vraiment fini, machin. On est en train de se poser ces questions là. Je viens de finir mon premier jeu et on est en train de penser un peu à ce qu'on va faire après, et comment on va le faire, et on est vraiment dans ces questionnements de se dire mais c'est pas possible d'arriver à la fin et de se dire je suis encore en train de retoucher mon anime que j'ai fait il y a 1 an et demi parce que machin, et du coup tous les agendas en fait se croisent à un moment donné. Et donc au début c'est cool parce que ça permet un truc organique. C'est ça que j'adore de travailler dans un moteur et d'avoir tout le monde sur le même projet. C'est quelque chose qui peut toujours rebondir. Tout le monde peut venir rajouter sa pierre quand il a envie. Ça te force aussi, je trouve, à aller vers les autres départements plus tôt. Tu as conscience que t'es pas tout seul en train d'animer ton shot et que ils se démerderont en compo. Même s'il y a le truc, ils se démerderont au debug, ou ils se démerderont. Enfin, il y a toujours des étapes partout. Hein. L'étape magique, elle existe pas. Mais il y a peut-être moins de côté. Ils se démerderont avec les derniers départements. C'est-à-dire que si au dernier département, ils s'aperçoivent qu'il y a un problème avec, je sais pas, ta caméra, je prends mon exemple, ou ton anime, on peut quand même revenir à l'anime sans tout perdre le travail, sans avoir à tout recalculer, en fait. Les images, sans perdre de temps, sans perdre d'argent, du coup, non? Je dis une connerie ou... Non, c'est ça. Oui. Moi, je rejoins ce que dit Agathe, et par rapport à ta question de départ, de la question d'optimisation, est-ce que c'est l'un des freins principaux? Non, c'est jamais. Enfin, pour nous, c'est rarement une question parce que même si l'optimisation, on la fait pas forcément au même endroit. Il y a quand même une culture d'optimisation. Les grands chamboulements, ils sont avant tout effectivement de bien comprendre que quand on parle de temps réel, c'est pas forcément pour l'anime essayer de faire du temps réel jusqu'à la fin. Par contre, ça va bouleverser toutes les méthodes de travail. Et à la fois, c'est un outil de motivation extraordinaire. T'es animateur, tu vois très bien. Quand t'animes dans du jeu ou dans un moteur de jeu, t'animes en contexte avec ton décor, tes textures, ta lumière, qui change quand même beaucoup par rapport à la manière dont on va animer sur de la série ou du long. Donc, ça change quand même pas mal de choses dans la manière dont on va travailler. Ça permet d'itérer très vite. De collaborer puisque tout le monde travaille sur le même fichier. Ça bouleverse aussi des choses parce que d'un seul coup on a des outils de versionning par exemple qui arrivent qui n'étaient pas forcément des habitudes dans l'animation. Donc c'est de comprendre, mais qui dit itérer, qui dit agilité dit aussi des limites comme vous dites. C'est aussi à un moment on doit avoir quand même des process de validation et c'est là où l'interaction entre des producteurs qui viennent du jeu et qui viennent de l'anime et de partage d'expérience c'est intéressant puisqu'on va avoir des méthodes qui sont de plus en plus hybrides, ce qui ne veut pas dire que l'animation doit devenir comme le jeu vidéo, ça reste deux manières de produire des différents complètement différents. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de travail et en termes de process, il y a des choses à mettre en place qui changent aussi avec l'arrivée du temps réel et des moteurs, et en particulier, effectivement, ne pas itérer jusqu'à la fin. À un moment, on dit, voilà, c'est validé, on avance. Faut s'arrêter, les gars, à un moment. Oui, puis avec la vraie différence qu'il y a, un jeu vidéo, on peut toujours faire des patchs après. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Voilà, alors dans le film, il est fini, il est sorti. Voilà. C'est vrai, c'est aussi un peu une différence. D'où ce qui demande vraiment encore plus dans l'animation, hors jeu vidéo, et d'avoir des process de validation et de dire, OK, maintenant, là, on est capable d'arrêter et on avance parce que sinon... tu peux te permettre de dire, on s'arrête là et on polichera un petit peu après. Alors que dans le jeu vidéo, tu dis, bon, OK, ça va, c'est bon, OK, là, on sait, on pourra faire un patch après en fonction du retour des utilisateurs. Voilà. Il y a cette notion aussi d'utilisateur qui a pas du tout le même impact dans le jeu vidéo que dans l'industrie de l'animation. Le jeu de 77, si vous nous écoutez. Tu m'étonnes. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'implémenter justement dans l'éducation à Unreal, dans les écoles, etc., de penser à la production? Parce que j'imagine que, vous me dites si je me trompe, mais j'imagine que dans les écoles,
les gens, ils ont encore cette ancienne méthode un petit peu très linéaire qui est connue de tout le monde en fait. Parce que j'imagine que comment expliquer ça ? Les vieux de la vieille ont ces réflexes d'époque de comment on fait un film d'animation, donc on va faire un peu la même chose. Alors dans le jeu vidéo, moi ça fait pas assez longtemps, je sais pas si les méthodes ont changé, mais j'imagine que enseigner un logiciel de temps réel demande aussi de penser, comme tu disais tout à l'heure, toutes ces questions de fond, d'organisation, de planification, de comment on interagit entre nous. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de mettre dans l'école aussi, tu vois, pour que quand eux arrivent sur le marché, puissent amener aussi ce savoir-faire tout frais, quoi. Je dirais que dans les écoles, souvent, c'est des sections différentes. Enfin, il y a la section jeux vidéo, la section animation, et les passerelles, si elles se font pour l'instant beaucoup au niveau des étudiants. C'est-à-dire que dans une école où il va y avoir une section jeux vidéo, une section animation, ça va être par les étudiants, parce que c'est pas forcément les mêmes profs qu'il y a et dans les deux sections. Il y en a qui connaissent beaucoup le temps réel, peut-être beaucoup moins dans la section animation. Et ça va être plus en fonction des étudiants qui vont dire ah ok d'accord, une section d'animation qui a ses potes dans la section jeux vidéo et qui va dire ah ok d'accord, on peut peut-être faire ça, ça peut avancer. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas dans les écoles, ça reste des sections qui sont différenciées et qui n'ont pas encore de volonté de se rapprocher au moins sur le temps réel. Mais sur le fait actuellement, en tout cas de bien identifier le management de projet, l'encadrement de projet comme étant un des axes de formation importants. Ça, c'est le cas. Après, nous, en termes de, on va dire, de phasage aussi de formation, et à nouveau, j'aligne ce que je trouve intéressant dans la question du temps réel, et c'est quelque chose que je répète assez souvent, c'est ce que je trouve passionnant en ce moment, c'est qu'à peu près tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire que on a certaines écoles qui ont de l'avance en termes de capacité, de production, de ce qu'ils sont arrivés à délivrer par rapport à d'autres studios, et inversement, on a certains studios qui sont pionniers, mais on est à peu près tous à peu près la même chose. Donc, pour les questions de formation, on fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu la première phase, c'était d'abord s'assurer qu'on ait des artistes sous Unreal qui sortent, qui savent. Alors, l'animation, c'est un sujet qui arrive petit à petit, mais d'abord faire de l'image, bien comprendre le pipe, qu'ils puissent l'intégrer, d'avoir des TD qui sont formés. Voilà, maintenant on arrive dans la deuxième phase et où la formation c'est sur l'encadrement. Donc on le fait pour les studios, ça c'est un des gros focus maintenant, et on l'a aussi dans les écoles. Après, la particularité des écoles, j'ai particularité parce que ça, en fait, en réalité c'est un peu pareil dans les studios, c'est que souvent les projets en temps réel, ça va être des projets à part. On va pas changer toute l'école. Donc là cette année on doit avoir 3 ou 4 films de fin d'études dans différentes écoles qui ont été faits sous Unreal. À chaque fois, c'est des projets qui sont surtout portés par des étudiants. Et eux, ils ont bien compris que voilà, les méthodes de travail ont un peu changé. Et je trouve qu'aujourd'hui, souvent, ça va être eux qui vont amener des idées, amener des nouvelles manières de faire, donc qui sont intéressants à écouter. Mais effectivement, ça fait partie des sujets. Mais je dirais même pour de l'anime traditionnel, il n'y a pas énormément d'écoles qui prennent suffisamment de temps aussi pour accompagner leurs étudiants dans la production. Souvent, on les met ensemble et en gros, débrouillez-vous. Je suis mais c'est pas... Voilà, il y a un dossier point film. Voilà, vous mettez tout dedans. C'est vrai. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi les étudiants qui ont envie de se faire plaisir et qui vont un peu aller trifouiller dans le moteur pour la partie animation et qui disent ok voilà on y va quoi, et on essaye de créer notre pipe et voilà, et c'est souvent voilà un groupe de 4-5 étudiants qui sont motivés et qui portent le projet, et c'est chouette aussi parce que voilà, ils voient, donc il faut aussi bouger les choses au niveau des écoles. Et puis après, dans les studios, parce que même ils ont déjà réfléchi à comment faire un pipe et surtout ils se sont fait plaisir quoi. Ouais, mais pour nous c'est chouette à voir en fait. Enfin, oui. Pour moi, dans la logique et par rapport à votre boulot, en plus d'accompagner les étudiants, les studios, les machins. Pour moi, il faut déjà former les formateurs qui vont former les étudiants et en parallèle former les studios pour accueillir les étudiants et les récupérer, et donc c'est quoi l'ordre en fait? Parce que ça dépend. Honnêtement, pour justement m'intéresser à ce sujet, etc., à regarder, à lire beaucoup de choses, j'ai l'impression que tout est fait un peu, alors pas anarchiquement, mais d'un coup les studios s'y mettent, mais ils savent pas bien. Puis en même temps, quand on essaye de recruter, il y a pas tout le monde, ou alors c'est des juniors, mais on aimerait bien des seniors, mais les seniors ça existe pas encore. Alors comment qu'on fait pour... c'est waouh. C'est comme dit Johan, c'est que tout le monde est un
peu au même niveau, donc on essaye un peu et donc on va essayer d'aider les étudiants quand ils ont des idées. Et puis il y a des fois des formateurs qui vont être aussi être motivés. Enfin, souvent on voit quand même beaucoup dans les écoles, ça va venir de profs ou d'étudiants qui sont motivés, qui ont envie d'y aller. Au-delà du pipe que va mettre en place l'école et qui disent ok, d'accord, ça c'est intéressant d'aller voir. Donc ça tient beaucoup en fait à la bonne volonté de certaines personnes qui vont porter les projets en interne. Étudiants et formateurs. Donc nous on va pouvoir les accompagner, mais en effet la bascule elle est exactement comme dans les studios, elle s'est pas complètement faite dans la partie anime, j'entends, hein, je parle pas du jeu vidéo. Donc voilà, donc on est un peu dans cette période un peu trouble, un peu entre deux eaux, voilà, où on est, en fait, tout le monde est au même niveau et c'est la volonté de certaines personnes, d'étudiants, de porter. Et nous, on les accompagne au fur et à mesure parce que la bascule, elle est en train de se faire. Mais il y aura toujours du précalculé. Enfin voilà, tout va pas basculer sur du temps réel. Il y aura du temps réel. Pas tout de suite. Mais, donc... mais après, non, enfin, moi, je dirais pas tout à fait comme ça. Nous, on a un plan. Donc moi, j'ai rejoint Epic il y a 2 ans. Et le plan de formation qu'on a mis en place, enfin de formation, ouais, les plans d'action, parce qu'il n'y a pas que de la formation, qui est en place, il est bien calé, bien cadré, avec tout un planning sur plusieurs années. Le gros enjeu qu'on a, c'est, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout arrive en même temps. Alors, c'est pas comme si c'était une surprise, c'est-à-dire que ça fait quand même des années qu'on sait que le temps réel est en train d'arriver. Pendant des années, on avait quand même une réticence. Alors, moi, je l'ai vécu en tant que directeur d'école dans laquelle on commençait à faire des films en temps réel où on nous expliquait non, mais ça sert à rien, ça n'arrivera jamais. Et, voilà, et c'est vrai que là, d'un seul coup, ça arrive. Donc à la fois c'est pas tout à fait une surprise, donc il y a quand même quelques écoles qui avaient commencé à intégrer à tâter le terrain, ne serait-ce que par le jeu, parce qu'il y a pas mal d'écoles, comme disait Agathe, il y a des écoles qui ont une section jeu, une section animation, et du coup c'est un peu poreux quoi. Enfin, ça commence un peu. C'est un peu poreux, mais pas complètement. Souvent j'aime bien dire que ma mission c'est de faire en sorte que les studios d'animation arrêtent de recruter des étudiants de jeux vidéo, que les étudiants de jeux vidéo fassent des jeux vidéo. Bon, c'est caricatural, mais effectivement derrière ça c'est de s'assurer que les étudiants qui en tout cas ont envie ou ont pris la direction d'utiliser des moteurs de jeu dans leur section animation puissent aller jusqu'au bout et puissent rentrer dans les studios d'animation parce que c'est là où on verra vraiment l'effet. Mais en tout cas, aujourd'hui, je parlais de phases, on est obligé de faire toutes les phases en même temps. C'est-à-dire que dans les actions, puisque les écoles s'y mettent massivement et les studios massivement au même moment. Et on sait qu'une école, la plupart des écoles, elles sont sur 5 ans. Donc, si on se mettait maintenant à former des étudiants sous Unreal qui sortent pour arriver à alimenter les productions des studios, ils sortiront dans 5 ans, ce qui est un peu tard. Et qui seront juniors. Et qui seront juniors en sortant. Donc, ça veut dire qu'il faut abandonner ça. C'est l'essentiel des étudiants sortiront alors la plupart des écoles s'ils mettent en parallèle, c'est-à-dire que c'est pas uniquement en première année qu'on commence, c'est tout de suite en 3e, 4e, voire 5e année pour commencer à alimenter, parce qu'ils voient bien la tension qu'il y a sur le marché du travail pour trouver des talents sur du temps réel. Mais les actions, elles se font aussi, comme tu le décrivais. La première chose qu'on a fait, c'est des formations de formateurs. Donc, on accompagne les formateurs. Et les formateurs interviennent aussi bien dans des studios et dans des écoles, en sachant que l'un des gros avantages qu'on a en France, c'est que beaucoup d'enseignants sont aussi des professionnels en activité. Donc, la porosité, elle se fait entre studios et écoles. Et l'autre chose, c'est de bien expliquer qu'effectivement, on est au même niveau. Donc, et qu'il n'y a pas de secret et de recette magique. Aujourd'hui, chaque prod, c'est un prototype d'un pipe en particulier, de ce qu'on a essayé. Et ce que je trouve assez fascinant en ce moment, en tout cas sur la France, et qui aussi fait qu'on est l'un des pays où l'adoption et le passage au temps réel est le plus rapide et le plus massif, c'est qu'il y a une entraide entre les studios, il y a une vraie communication, et qui est quelque chose sur lequel on travaille tout le temps, d'expliquer que, voilà, déjà, Epic, on a des moyens limités, donc on ne peut pas trouver des solutions pour tout le monde. On met à disposition des outils, on essaie d'accompagner au maximum, mais c'est vraiment les studios et les écoles qui travaillent main dans la main, qui partagent de l'info, qui partagent des compétences, éviter aussi de se piquer ses talents qui pourraient mettre en péril certains prods, et plutôt travailler ensemble. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est vraiment voir cet écosystème qui tourne autour de quelques studios qui ont été les pionniers et qui partagent leur savoir, leur découverte aussi. Oui, puis les problématiques qu'ils ont eues, comment ils les ont résolues. Et voilà, et je pense qu'une partie de notre boulot aussi, c'est justement de pouvoir faire vivre cet écosystème et de faciliter la collaboration
pour pas que chaque studio ou chaque école répète des erreurs qui ont déjà été faites par d'autres avant. Et je pense que c'est aussi une partie qui est très chouette, et nous on le fait assez régulièrement, d'organiser en fait des réunions un peu avec tout le monde pour justement faciliter la communication et la collaboration entre les studios. Je rebondis juste là-dessus. Est-ce que justement, en parallèle de ça, est-ce que Unreal a une envie d'installer un vrai gros support pour aider justement des gros studios qui devraient d'un coup faire face à des problématiques vraiment lourdes et pas se retrouver démunis face à un moteur qu'ils connaissent pas et être obligés d'aller demander au studio d'à côté, ou est-ce que c'est encore en train de se mettre en place? Je sais pas si ma question est claire. Au niveau de l'animation? Oui, de l'animation, ouais, exactement. Est-ce que Unreal est prêt à supporter les studios qui décideraient demain je sais pas, je dis des bêtises, et Illum demain veulent faire leur prochain film sur Unreal? Est-ce que Unreal est en train de mettre en place le support nécessaire pour aider ces studios c'est déjà au quotidien? Surtout pour les gros studios, le jour où Illum me dit OK, on y va. Bon, après il y a des discussions. Évidemment, il y a des discussions. Non, mais voilà, il y a un soutien, il y a des ressources. Alors là, Epic a annoncé des gros licenciements récemment, donc il y a une réorganisation. Parce que pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup d'infos. C'est du licenciement qui touche des départements de développement, de communication de tout le monde? Non, alors, en gros, ce qui a complètement été épargné, c'est toute la partie développement Unreal. En tout cas, Unreal et tout son écosystème, tous les ingénieurs, les développeurs n'ont pas bougé. Le jeu vidéo est complètement épargné. Aujourd'hui, les parties qui sont le plus touchées, c'est ce qui est non-jeu vidéo. Et plutôt les équipes, alors effectivement, communication, marketing. Toutes les fonctions support aussi ont été touchées. Les équipes, alors les fonctions support. Oui, fonctions support, j'entends marketing, communication, fonctions pas de production. Oui, pas de support de personne. Et les équipes business de secteurs dans lesquels il n'y a pas de modèle économique. Alors, quand je dis ça, je parle effectivement, par exemple, de l'animation, de la production virtuelle, mais aussi de l'archi. Alors, pas là forcément l'archi, parce qu'il y a Twinmotion qui est un modèle économique. Alors, je vais séparer ta réponse en deux. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a essayé, ce qu'on met en place, en tout cas, qui marche plutôt bien pour la France, mais qui est unique pour la France, c'est que pour que ce soit pour l'animation ou le jeu vidéo, on travaille systématiquement en équipe en binôme. C'est-à-dire, il y a une personne de l'équipe éducation, donc soit Agathe, soit moi, et une personne des équipes business, soit sur l'animation cinéma, soit sur la partie jeu vidéo. Et en général, la relation avec les studios, on la fait à deux, parce qu'il y a à la fois des besoins d'accompagnement sur le type de contrat avec Epic, des besoins de formation, des besoins de recrutement, des besoins de support technique. Et au sein d'Epic, on a tout un ensemble d'experts qui peuvent intervenir sur des sujets précis dans les studios. Ce qu'on fait pas, c'est faire le travail à la place des studios. Donc, on va pas développer des bouts de pipe pour un studio, on va amener des réponses techniques. Donc, voilà. Cela étant dit, le gros enjeu qu'il y a aujourd'hui pour le secteur de l'anime, de la production virtuelle et aussi pour Epic, c'est qu'Epic, ça reste quand même une boîte de jeux vidéo et une boîte de gamers. Fortnite. Voilà. Et même derrière Fortnite, c'est l'essentiel des équipes, par exemple, sur du support, c'est plutôt des gens qui viennent de Unreal historique que de Fortnite. Et c'est vrai que pour les clients d'Epic qui ont besoin de support ou qui achètent de support, on va dire 90%, c'est des studios de jeux. Et c'est plutôt des gros studios de jeux. Et eux, ce qu'ils attendent, c'est j'ai un problème, j'ai une map, plutôt que de tourner à 100 FPS, je suis à 110, qu'est-ce qui se passe? Donc, le niveau d'expertise des équipes de support, elle est vraiment dirigée vers l'animation et vers l'animation vers le jeu vidéo très pointu. C'est pourquoi, sur mon moteur, sur une PS5, j'ai pas le niveau de performance où j'ai ce type de bug. Voilà. Et c'est vrai que là, depuis 2 ans, arrivent des centaines et des centaines, voire des milliers de studios de jeux, d'animation ou de cinéma, et qui vont poser des questions au support Epic, qui est un peu désemparé parce que c'est pas leur niveau d'expertise, et des fois, pour eux, c'est dramatique parce que c'est juste, j'ai lancé Unreal, il a planté. Et eux, voilà, qui ont l'habitude de répondre... On n'a pas trop les mêmes problématiques techniques. On n'est pas trop le même niveau, quoi. On a l'habitude de répondre à des problématiques de jeux pour AAA. Voilà. Oui, parce que moi, je me suis rendu compte de ça, là. Je fais de l'anime keyframe, mais... l'écart qu'il y a entre mon équipe, les gens qui sont avec moi qui viennent de la CG, on n'est pas techos pour un sou, donc coder une ligne de Python, on sait pas faire. Et toute l'équipe, j'y vais du LA le LA, donc le level art,
jusqu'au lighting et même au debug, c'est que des gens qui savent, tu vois, mettre les mains dans le moteur, aller changer des trucs, qui comprennent même juste savoir lire un code basique, on va dire, et tout. Et ça change beaucoup de choses, tu vois. C'est forcément, tu te retrouves avec des gens qui lancent le soft et qui disent, il est où mon menu, ouvrir un truc, tu vois. Enfin, donc d'autant plus si c'est des animateurs. encore plus, c'est clair. Allez, ça, bim. ouais. Et donc ça, c'est un vrai enjeu pour Epic, où l'adoption d'Unreal dans plein d'industries, il y a à la fois un challenge financier pour Epic, puisque par essence, il n'y avait pas de modèle économique sur cette partie-là, et on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a un besoin de support, et que ce besoin de support et d'accompagnement, il est complètement différent de celui du jeu vidéo, et il est complètement différent entre de la production virtuelle, de l'animation, de l'archi, de la mode, par exemple. La mode est encore en train d'utiliser Unreal à fond. Du 3D mapping, du XR, du machin. Quand tu dis la mode, c'est le monde de la mode? Le monde de la mode. Oui, pas la modélisation. Non. Okay. Et là, en gros, dans les promesses d'Epic, en tout cas dans la volonté, la mise en place des nouveaux modèles économiques qu'il y a aujourd'hui, la volonté, c'est que Epic puisse se financer un vrai support pour les nouvelles industries qui adoptent Unreal. Plutôt que ce soit entièrement financé par Unreal, en gros par Fortnite jusqu'à présent, qui est plus tenable. Donc ça, pour l'instant, c'est un peu tôt, parce que les changements et les réorganisations sont en train de se faire, mais pour nous, ça va être les principaux enjeux pour l'année à venir, enfin les 2 ans à venir, ça va être comment comme on disait, il y a tout qui arrive en même temps, mais ça veut dire le support aussi qu'Epic peut apporter sur l'adoption du temps réel. Donc ça va être aussi les enjeux de trouver le modèle économique et l'accompagnement de tout le monde dans les 2 prochaines années. Et puis ils ont annoncé, en plus des licenciements, ils ont annoncé que tiens, finalement, on va peut-être faire payer les licences. Voilà, ça c'est un peu sorti du chapeau. C'est dans l'air du temps. Ça a bien couiné, quand même bien grincé des dents, parce que je crois qu'il y a quelques années, le patron d'Epic, Tim Sweeney, c'est ça, je dis pas de bêtises, avait dit je sais plus quelle phrase il avait dit, mais un truc genre si vous aimez ça, il faut que ce soit gratuit ou quelque chose comme ça, et d'un coup c'est ressorti en disant dis donc bonhomme, t'as dit ça il y a 5 ans, puis là tu veux nous faire payer des licences, comment ça se passe? Alors d'autant que à mon avis les studios ont aussi été refroidis par le côté Autodesk qui au départ était pas si cher que ça, puis qu'au final ils ont augmenté tous les ans les prix, et pour pas grand chose au final d'update, d'upgrade, etc. Alors par contre, Epic, et je terminerai là-dessus, nous sortent des mises à jour majeures tous les, même pas 6 mois, 4-6 mois, et d'un coup on fait « Ah merde, mais comment on va apprendre tout ça et intégrer tout ça ?» Enfin voilà, donc... Voilà, alors, j'ai aucune question. Oui, du coup, allez Non, mais je pense qu'il faut bien se rendre compte aussi à un moment que Epic, c'est une boîte qui est passée de 450 personnes il y a 4-5 ans à 4500. Ah oui, ils ont fait. C'est-à-dire que ça a fait x10 en l'espace de quelques années. La vache. Avec l'explosion de Fortnite, c'est clairement Fortnite. Et donc après, toute la problématique d'Epic, je vais même du côté acheteuse financière, là. Je parle du côté financier. Change de casquette. Voilà, c'est aussi comment on accompagne cette croissance. D'un seul coup, il y a des milliards de dollars qui sont arrivés. Tant mieux. Donc, on embauche, on essaie de développer, on va développer, on essaye plein de choses. Puis, en fait, à un moment, comme toutes les boîtes qui, à un moment, dit « Ah, c'est cool. » Puis, à un moment, quand même, Fortnite, maintenant, on est sur un chiffre d'affaires qui augmente, mais peut-être pas autant de ce qu'il voulait que Epic augmente. Mais ce qui est normal, on voit dans le jeu vidéo où ça a explosé en 2020 avec le Covid, et puis on retrouve après un train un peu normal. Donc, et en fait, à un moment, on a fait x10. On a un chiffre d'affaires qui reste équivalent. On a plein de procès avec Apple, Sony, un peu partout. Et, non, pas Sony. Non, pas Sony. C'est les grands copains. C'est Apple et c'est... un peu Google. Oui, un peu Google, Et après, c'est comment... Ils veulent leur part du gâteau aussi. Et c'est après comment on gère. Enfin, voilà, et ça fait x10. Donc, en fait, il y a un moment avec un truc. Donc, où est-ce qu'on met les priorités? Comment on fait? Donc, il y a une priorité là qui est mise clairement sur le jeu qui a été annoncé... De dire, voilà, sur les licenciements, on touche pas trop au jeu. Et il y a un moment, on dit, quels sont les relais de croissance qu'on peut trouver? Après, entre ce qui a été dit, parce qu'il y a juste une annonce, mais il y a eu, ça n'a pas été fait comme Unity qui a dit, voilà, comment on fait, on change notre modèle, c'est ça, ça et ça. Là, il y a juste... Ils sont revenus dessus, d'ailleurs. Ils sont revenus dessus. Le patron est parti.
Et il y a un Tout va moment, le bien. moment de dire, pour l'instant, on sait juste, mais comment, où, quand, quoi, pourquoi. Enfin, pour l'instant, on sait pas du tout. Donc, il faut faire aussi attention à l'effet d'annonce. Ouais. Il y a une annonce, ça n'a pas été une annonce précise. C'était une annonce un peu floue. Donc après, qu'est-ce qui va sortir? Enfin, pour l'instant, on le Parce qu'avant sait de- pas. Mais il y a comme voilà, on sait qu'il faut trouver la bonne épaisseur du trait entre ne pas empêcher l'adoption, mais en même temps, enfin, c'est une boîte, ça reste Être une boîte pérenne. économique qui doit à un moment aussi trouver un modèle Parce que économique. tu as évoqué quelque chose de très intéressant, c'est que le jeu vidéo, c'est par essence volatile en fait. Les rentrées d'argent, c'est quand tu sors un jeu, quoi. C'est pas voilà. Et c'est vrai que l'avantage, contrairement justement au milieu de l'anime, du film, de la série, qui a besoin d'entrées d'argent permanentes. Parce que, alors à part les films où effectivement il y a une entrée quand même au moment de la sortie, il y a besoin de quelque chose de. J'ai dit quoi? Une entrée d'argent au moment, Au moment de la sortie du film, oui. Alors, je suis poète, voilà. À mes heures perdues. C'est incroyable. Mais oui, mais du coup, voilà, forcément, même si elle paraît un peu choquante pour, j'allais dire pour des gauchistes, j'en fais partie. Non, mais ça peut être choquant effectivement pour se dire, oh, tout d'un coup, ça devient payant, etc. Mais en même temps, faut bien se dire que bah oui, un studio qui va demander de bosser sur Unreal avec du support, comme on l'a dit juste avant, si on a besoin de support, etc. sur 3 à 4 ans. Bah, tu me diras, dans le jeu vidéo, c'est pareil en fait. Mais je dirais que pour moi, en fait, Polier, Epic, c'était une boîte qui faisait du jeu vidéo. C'est ça, voilà. Et là, qui a développé un soft, qui a mis à disposition son soft en temps réel, dans l'optique de dire qu'il est vraiment pour les créateurs, par les créateurs, parce que je crois que c'est vraiment hyper important pour Unreal, pour Epic, de garder cette notion-là et de faire un soft qui est ouvert. Mais c'est pas une boîte qui Dédié. crée un soft. Et ouais, C'est ça demande un boîte budget de- en c'est une plus boîte pour de ça. jeu, Quoi. c'est une boîte qui fait Et un ouais. peu en plus d'éditeurs. Donc forcément, Ouais, il y a c'est cool, on a un truc qui fonctionne hyper bien. ouais. Et je pense peut-être qu'ils s'attendaient pas à ce que ça fonctionne aussi bien d'ailleurs. Et on fait, OK, donc on a ça. Donc ça nous demande des ressources de développement, parce qu'il faut quand même le développer, le moteur de jeu. Et puis Le en fait, à un maintenir, moment, tout ça. voilà, le maintenir. Et en fait, après, comment on fait? Et qu'il y a un modèle qui n'est pas celui du jeu vidéo. Oui, Et parce quand qu'ils on ont, n'est pas une boîte de soft, comment on fait? Enfin, ils ont voilà, toujours et besoin c'est de aussi, financer leur jeu. évidemment. Donc, Mais bon. leur modèle économique, c'est quoi à Epic? C'est Fortnite. Enfin, c'est un modèle de boîte de jeux vidéo. C'est ça. Donc c'est ça. Fortnite qui ramène des sous et voilà, par les fameuses loot box ou autres, voilà. C'est un peu plus... Il n'y a pas de lootbox dans Fortnite. Pardon. Hein, Je joue pas à Le Fortnite, boomer. donc voilà. Non, en fait, Boomer. c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, comme disait Agathe, avec la sortie de Fortnite, et je ne sais pas si vous avez vu la conf, elle est sur YouTube, la conf de Tim Sweeney lors du Unreal Fest. Donc, je conseille à tout le monde de la regarder parce que je trouvais ça assez étonnant. Donc, Fortnite, ça a à la fois multiplié de manière exponentielle le chiffre d'affaires de la boîte, augmenter les équipes, mais Epic, ça reste quand même relativement une petite boîte. Si on compare ne serait-ce qu'à Unity, Unity, c'est 3-4 fois Epic, alors qu'ils ne font que Unity. Ah oui. Ah, en termes de personnes, ouais, de chiffre d'accord. d'affaires, non, de Non, personnes. de personnes. Ouais, d'accord. Et donc, à la fois, la boîte a gagné beaucoup d'argent, continue à gagner beaucoup d'argent, mais avec quand même une volonté de faire attention de ne pas grossir de manière exponentielle pour si jamais, à un moment, venant du jeu, ce jeu marche moins bien, on n'est pas obligé de se retourner. Donc, ce qui est un peu la surprise, un peu le choc pour tout le monde, c'est qu'effectivement, même en faisant attention de ne pas grossir trop vite, il faut quand même réduire les effectifs. Après, dans le chiffre d'affaires, l'activité d'Epic, c'est effectivement essentiellement Fortnite, mais c'est aussi toute l'activité de licensing de Unreal, parce que Unreal, côté jeux vidéo, a un modèle économique, on reverse 5% des royautés quand on fait plus d'1 million de chiffre d'affaires sur un titre. Donc ça, c'est déjà intégré. Voilà. Alors que tout est gratuit. Alors, N'importe qui peut télécharger Voilà, c'est ça, Unreal il est gratuit. faire son jeu, son film, son truc. Sauf que pour un jeu, c'est relativement facile d'arriver à identifier quand il a été publié, l'audience qu'il peut avoir et combien il a été, quel chiffre d'affaires il ramène. Pour toutes les industries, ils le savent depuis le début, à partir du moment où ça commence à être intégré pour la production virtuelle dans le cinéma ou l'animation ou autre, que là, c'est beaucoup plus compliqué parce que la production de l'animation et le modèle économique n'est pas du tout le même. Un studio de jeu, en général, une fois que le jeu est sorti, l'argent va dans sa poche. Ils ont parié sur un développement, ils ont investi sur le développement et ils vont revenir sur le développement, l'investissement directement une fois que le jeu est sorti. L'animation, c'est plus compliqué. L'animation, c'est des financements un peu disparates, avec un peu d'argent public, avec des avances sur recettes. Et le studio qui fabrique
c'est rarement celui qui va récupérer l'essentiel de l'argent quand le jeu, quand le film est sorti. Donc de dire le studio d'anime, et c'est encore pire pour les VFX dans le cinéma. Donc dire à un studio, tu vas payer une fois que ton film sera sorti, qu'il aura gagné X millions, milliards s'il fonctionne et qu'on va se redistribuer et se repartager le gâteau, c'est impossible à le faire, c'est trop compliqué légalement. Donc les chiffres sont pas donnés, les grèves à Hollywood sont là en partie à cause de ça. Donc Epic le sait depuis le début, qui est en tout cas un modèle économique sur l'animation. Pour l'instant, ils savent pas trop faire. Alors, effectivement, il y a c'est une boîte un peu particulière. La boîte appartient encore à son fondateur. Elle n'est pas cotée en bourse. Donc, effectivement, Tim Sweeney, il a une vision très précise de ce qu'il a envie de changer. Il va en bataille contre Apple, contre Google, avec une volonté que l'Internet soit ouvert, il y a vraiment des volontés farouches. C'est ce qu'il a essayé de mettre dans Unreal. Bon, là, clairement, il a fait ils se font rattraper par la réalité, où en fait c'est un moment où il y a une vraie promesse, une vraie vision de laisser ouvrir, de laisser ouvert, et c'était vraiment la base de la promesse. Puis, en fait, à un moment, il y a une réalité économique qui rattrape. C'était un changement de paradigme par rapport à un changement d'industrie. Enfin, je veux dire, c'est comme t'expliquais. Oui, après, Epic a dépensé sans compter. Il y a les Mega Grants, il y a les fellowships. Alors attends, Mega Grants. Les Mega Grants. Donc les Mega Grants, c'était il y a 5 ans. Tim Sweeney a annoncé qu'il allait mettre en place une bourse de $100 millions pour accompagner des projets qui utilisent Unreal. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a même des projets qui n'ont pas utilisé Unreal mais en tout cas, d'accompagner des créateurs. Donc, c'est un système de bourse où les gens peuvent y postuler. Et il y a, en France, il y a plein de projets qui ont eu des graines. Oui. Et donc, ça, c'était 100 millions. Les 100 millions, ils ont été dépensés assez rapidement. Ça a été renouvelé. Donc, ça fait partie des efforts, des dons d'argent qu'Epic a mis sur la table. À côté, il y avait les formations, les fellowships, qui sont des formations massives, très pointues, pour justement qui formaient les professionnels, les seniors des studios. Là, on en a un qui a commencé cette semaine, qui a fait le chip juste sur l'animation. Donc tout ça, c'est vraiment des investissements colossaux de la part d'Epic pour accompagner l'industrie sans avoir pour l'instant aucun retour sur investissement. Voilà. Parce que ces formations sont gratuites. Il faut juste s'inscrire et espérer être tiré au sort, entre guillemets, mais premier arrivé, premier servi. Si et pour Epic, c'est vraiment des investissements de millions et millions de dollars. Donc là, effectivement, on arrive à un moment où ce fameux on dépense sans compter. C'est la fin, ça s'arrête. Ça me rappelle Jurassic Park, ça se termine pas super bien. Mais après, pour revenir sur le changement du modèle économique, alors pour l'instant, on n'a aucune information de combien ça va coûter, quelle base, pour qui, ça on ne sait pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour travailler avec les studios un peu partout depuis longtemps, il y a à la fois le fait que tout le monde sait que ça ne peut pas être complètement gratuit, qu'il y a pas mal de studios qui payaient déjà du support, et donc c'est une moitié de surprise. Maintenant, le vrai sujet, ça va être de voir effectivement quel est le montant réel, et est-ce qu'on se rapproche d'un Adobe, est-ce qu'on se rapproche d'un Autodesk, pour l'instant, on ne sait pas du tout. Par contre, ce qui est sûr, en tout cas de la part d'Epic, c'est que c'est avant tout, et ça reste dans la continuité de ce que Tim Sweeney voulait, c'est que le but, c'est de pouvoir maintenir le niveau de service et qu'on n'ait pas un décrochage du niveau de service qu'on arrive à apporter au studio, et que là, on pouvait être un peu entre les deux, avec un niveau d'expertise qu'on ne pouvait pas toujours donner, et le but, c'est de pouvoir financer ça. D'accord. Et alors, je vais lancer un pavé dans la mare. Et par rapport à Blender, parce que tu dis les Maya et tout ça, mais Blender est gratuit, open source, il fait beaucoup de choses, il prend en plus d'ampleur depuis ces deux dernières années, si je dis pas de bêtises, commence à faire du nodal, limite presque du temps réel. Par rapport à ce modèle économique-là, enfin, si on peut parler d'un modèle économique, puisqu'il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'argent au sein de Blender, il n'y a pas même si Blender est gratuit, c'est la communauté qui le développe, c'est plus bien évidemment la Blender Development, je sais pas quoi, fondation, merci. Du coup, quelle comparaison on peut faire entre les deux? Alors la comparaison, pour l'instant, Unreal et Blender sont très très copains, parce que
c'est les deux pièces qui permettent pour beaucoup de studios de quitter Maya. Donc, on voit aujourd'hui beaucoup de projets qui sont des pipes hybrides Blender Unreal. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit arriver tout le temps. Je mettrai dans l'équation, même s'il n'est pas gratuit, Houdini. Voilà, c'est un peu les trois briques qu'on voit de plus en plus. Houdini n'est pas très cher, me semble-t-il. Et puis, c'est vraiment pour des choses très particulières. En plus, c'est essentiellement pour du FX, si je dis pas de bêtises, avec du VDB, etc. Alors, j'étais très surpris, mais ça, c'est vachement... Oui. Ouais. Moi, mais en tout cas, dans l'écosystème, mal, voilà, dans ce que dit Johan, dans le pipe que décrit Johan, Blender Unreal, on prend un peu de Houdini pour faire des FX, voilà. Dans l'anime, oui, c'est vrai. Oui. En tout cas, non, alors Blender n'est pas du tout perçu comme étant un concurrent, ça fait partie de l'écosystème. Et d'ailleurs, même, je prends du point de vue d'Epic, les autres DCC, les autres grands acteurs sont pas des concurrents. C'est des partenaires. Il n'y a pas une volonté, par exemple, chez Unreal, et personne dira que le but, c'est de remplacer un Maya. Ou même de Unity remplacer... Unity fait le même produit que nous, mais en tout cas, c'est aussi un moteur de jeu. Mais en tout cas, tous les autres qui sont dans l'écosystème, que ce soit chez Adobe, Autodesk, le Unreal, et cherche toujours à être le plus ouvert possible avec chacun, parce que chacun a des briques que Unreal n'a pas aucune volonté de remplacer, même si ça peut se rapprocher, ça va s'intégrer dedans. Et quand tu entends ça en tant que studio d'animation, de films et de séries, tu te dis, bah alors, s'ils veulent pas, par exemple l'animation qui est un vrai souci encore dans Unreal aujourd'hui, animer directement dans Unreal, alors c'est faisable, mais NearFX nous disait que c'est évidemment faisable. Bon, ils ont fait des voitures, c'est quand même plus simple qu'un perso déformé, etc. Forcément, t'entends ça, tu te dis bon, c'est peut-être pas encore pour tout de suite du coup, parce que mais si, il y a quand même moyen de faire des ponts. Alors, entre les deux. Moi, je te dirais que c'est plutôt justement. On va plus vers un truc hybride. C'est tout de suite parce que on va pas imposer le fait de, si tu viens dans l'écosystème Unreal, tu n'as le droit d'utiliser que le système Unreal. Et d'autant qu'on sait que à la fois sur certaines briques, c'est pas tout à fait prêt. Effectivement, même si la partie animation, c'est la partie sur laquelle il y a plus d'investissement aujourd'hui, ça évolue très très vite. Donc le fait de pouvoir animer autant qu'on peut le faire, ou aussi bien qu'on peut le faire dans Maya et dans Unreal, on y est presque. Mais par contre, l'objectif, c'est pas de l'imposer. On sait que si on impose le fait d'utiliser notre brique, même si notre brique, on n'est pas sûr qu'elle est exactement au même niveau, ou ne serait-ce qu'en termes de UX ou d'habitude de studio, d'investissement que chaque ergonomie, moi j'ai entendu beaucoup d'animateurs dire c'est pas assez aussi ergonomique que... Sauf que moi j'ai entendu la même chose quand Maya est arrivé. Et ouais, c'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, le truc, c'est que comme tu peux le connecter à tout, ça te permet aussi de garder quels sont, sur un pipe qui a été développé depuis des années, il y a certaines choses, tu ne rêves que d'une chose, c'est de le remplacer, et d'autres, par contre, il y a tellement investi, et ton truc, qui va être beaucoup plus spécifique et adapté à tes équipes ou à tes prods, et tu veux pas forcément que ce soit celle d'Unreal qu'on t'impose. Donc, il y a cette ouverture-là. Et quelque chose, de toute façon, qui est dans le sens dans lequel va la 3D, avec l'arrivée du BSD, etc., on prend les briques dont on a besoin pour les adapter au maximum. Après, BSD, tu veux l'USD, ouais, d'accord. Juste pour être sûr. Ouais. Et donc, effectivement, après, on va se retrouver avec le but, c'est effectivement que le moteur de jeu soit plutôt la brique transversale sur laquelle un peu tout peut se plugger, mais pas de volonté de fermer l'écosystème. Oui, et puis dans l'air du temps, c'est ce que tu dis, c'est qu'on n'est pas il y a 30 ans où il n'y avait rien d'installé. Là, ils ont tout intérêt du côté d'Unreal à être plutôt modulaire et se dire non, mais on peut vous remplacer ça, et cohabiter avec. Mais si vous voulez utiliser ça, c'est possible. Je crois qu'il y a vraiment la volonté de notion de plateforme. Et comme il sait que ça soit la brique de base sur lequel après tu peux créer ton pipe, donc il n'y aura aucune volonté de couper et de dire il n'y a qu'un écosystème. Non, ça devra toujours être compatible avec les autres softs. Mais l'idée, c'est pas de remplacer un soft, c'est de dire voilà, nous, on est la plateforme de base sur laquelle l'ensemble après des softs vont pouvoir aller se plugger sur la base. C'est là où on voit la logique. Pardon, je te coupe. Non, vas-y, c'est bon. C'est là où on voit la logique jeu vidéo derrière. Ce côté, j'ai un soft global dans lequel tout va finir. Alors qu'en CG, on a plus ce côté, on a les modelers, puis après la texture, puis après l'anime, et puis après le lighting, et puis à la fin, dans le compo, il y a tout qui rentre dans Nuke ou je ne sais quel. Et est-ce que ça risque pas de faire comme ce qu'a fait Maya? C'est-à-dire que Maya voulait faire tout, voulait pouvoir tout faire et
du modeling au compositing presque et à l'editing, et Unreal veut faire un peu la même chose, même si on peut plugger des choses par-dessus et utiliser à droite à gauche. Maya au final faisait la même chose avec du plugin, avec de l'import USD, maintenant USD, mais voilà, est-ce qu'on risque pas d'aller dans le même parce que là tu le vois dans le prisme DCC, et c'est là où par essence c'est le moteur de jeu. Donc le produit final dans Unreal, à la fin, il est publié, compilé dans Unreal. Donc c'est un jeu. Donc par essence, le moteur de jeu, il a toujours tout fait. Il a toujours fait le son, il a toujours fait l'environ, la lumière, l'interaction, il a toujours fait. Donc c'est pas une volonté de tout faire, c'est que forcément, toutes ces briques, on a toujours fait de l'anime, même dans les toutes premières versions. Bon, on pouvait pas faire de l'anime aussi poussé. Maintenant, la question, c'est jusqu'où on pousse. Par exemple, l'un des gros sujets pour moi, c'est même pas l'anime. Effectivement, la question de l'anime, là, on est à la fois sur des questions du X, d'habitude, principalement. Mais juste, par exemple, sur de la technique, un des vrais sujets pour moi, c'est plutôt sur la modée. Sur la modée, jusqu'où on va vouloir aller dans la modée au sein d'un moteur de jeu. Est-ce que c'est sculpting, pas sculpting, est-ce que c'est le but d'un moteur de jeu oui. Voilà, de faire de la modée de base pour faire son blocking, pour faire son layout ou autre, très bien. Après, est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à faire de créer directement son personnage à l'intérieur? Voilà, là, ça fait partie vraiment de questions. Et ouais, tu peux te dire, en fait, à un moment donné, maintenant, en fait, tu vas aller plus loin, sors 2 minutes, va prendre l'air, va prendre l'air dans ZBrush, et puis tu reviendras quand tu auras rempli ton truc, et puis une fois que tu reviens, là, on reparle et on remet tout ensemble. Et est-ce qu'il va pas y avoir une version d'Unreal spécial cinéma? Il y a un nom de la tête. Que des outils, par exemple, enlever les outils jeux, etc. Voilà, ou certaines fonctionnalités que dans le cinéma d'animation il y aura pas forcément besoin ou quoi, mais par contre ces outils, tu prends l'exemple du sculpting, le sculpting on en aura peut-être besoin, mais on le met pas dans la partie jeux vidéo, mais dans le Unreal Unreal Animation. Non, alors c'est pas prévu. Je pense pas. Je pense que le Epic est aussi une boîte, qui fait du jeu vidéo. C'est une boîte qui vient du jeu vidéo, donc il y a aucun intérêt à se dire on va développer un soft. C'est pas une boîte qui fait un soft, c'est une boîte qui fait des jeux. Ouais, c'est vraiment donc de dire non, on va faire des softs qui sont un peu différents à droite et à gauche. Déjà pour des coûts de développement aussi. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Et puis après, il y a vraiment aussi cette notion de dire c'est une plateforme, donc c'est pas c'est ça qui compte, c'est pas se dire on va s'adapter aux besoins de chaque industrie, c'est on développe le temps réel et à voir après comment, mais après s'adapter vraiment. En tout cas, je pense pas que ça soit et en termes financiers et en termes après d'ouverture, que c'est pas du de vision de l'entreprise. Pour moi, ça rentre pas dans la vision des quand même un pli particulier à l'animation de vouloir. Ah, mais ça c'est tellement français de dire j'ai mon petit truc là pour moi. C'est pas que français, mais effectivement, c'est la question qu'on nous pose à chaque fois. Et c'est vrai que si on dézoome un tout petit peu. Alors déjà, effectivement, pour moi, il y a peu de chances que ça arrive, à part si quand on fait une version, les licences, on a des millions et des millions de gens de l'anime qui viennent et qui achètent, qui voudraient une version. Mais ça n'arrivera pas. Faut bien voir aussi que ce soit l'anime ou le VFX, même le jeu vidéo, c'est quand même des tout petits marchés. Ouais. Donc pour un éditeur de logiciel, il faut qu'il puisse le financer. Et moi, je vois pas aujourd'hui, quand on a l'exemple d'un Autodesk, si aujourd'hui Maya n'évolue aussi peu, c'est aussi qu'en réalité notre marché Media Entertainment, il est tout petit. J'avais entendu que c'était 5% en fait du chiffre d'affaires de Autodesk. C'était l'animation. Je crois que quand on regarde leur bilan annuel, je crois que c'est 200 millions de dollars de chiffre d'affaires sur toute la suite des Media Entertainment. Donc c'est juste sur les 4 ou 5 milliards d'Autodesk. Et oui, tout le reste c'est de l'industrie, c'est ça. Oui, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est pas, tu n'as pas un financement direct vu que c'est plutôt les boîtes qui vont récupérer les entrées de cinéma, les machins. Après c'est la licence en fait. Oui, après parce que tu vois ce qui est étonnant quand tu dis ça, c'est qu'on entend partout que le jeu vidéo c'est le premier marché mondial, enfin le deuxième après l'automobile et tout ça, je crois, si je dis pas de conneries, en termes d'argent pur qui circule au quotidien. Le marché du jeu vidéo c'est énormissime. Oui, mais ça c'est gigantesque. 60%, en tout cas au moins 50%, c'est le jeu mobile par exemple. Et ouais, voilà. Donc déjà si tu recoupes à déjà ton jeu console qui a besoin d'un moteur de jeu,
là, tu rentres déjà sur de la niche. Ouais. Et tu vois, par exemple, ta question par rapport à Blender, c'est la plupart des studios d'anime ou même de ciné vont nous demander, ouais, nous, on aimerait bien, mais ils veulent pas payer pour. Et après, voilà, l'arrivée de Blender, ça arrive pas. Blender n'arrive pas par hasard. Blender, ça a presque 30 ans maintenant. Et ça, c'est vraiment ces 5 dernières années parce que les grands acteurs aujourd'hui ont décidé d'investir dans la fondation Blender. Donc, Blender, c'est faussement gratuit. C'est de l'open source. Mais comme toutes les solutions open source qui ont du succès, elles ont aussi des financements qui sont significatifs. Voilà, Ubisoft fait partie des gens qui ont mis beaucoup d'argent. Epic font partie des gens qui ont mis aussi beaucoup d'argent dans la fondation, Nvidia, etc. Donc, c'est quand même financé. Donc, d'une manière, les licences sont gratuites, mais il y a quand même de l'argent dedans. Et ça reste aussi une solution open source avec des niveaux de compétences qu'il faut pour trouver des gens qui connaissent et qui maîtrisent Blender, qui fait que les salaires et les niveaux techniques ou des experts qui viennent intégrer Blender, ils sont pas gratuits non plus. Donc, voilà, tout ça rentre dans l'équation. Mais au fond, effectivement, c'est dans l'industrie de l'animation, combien on peut payer dans l'économie de l'animation un logiciel pour faire de l'anime. Ça, c'est un vrai sujet. D'accord. C'était beau. C'est parti. Non, c'est génial. On est à 1 heure d'émission. Je pense qu'on peut. C'est toi qui vois. Hein. On j'ai peut posé s'arrêter là et puis faire un petit teasing pour le site JB. Abonnez-vous. Peut-être Agathe et Joanne, si vous avez quelque chose que vous avez envie un sujet qu'on n'a pas évoqué, particulier qui vous tient à cœur, dont vous voulez parler. Sinon, effectivement, on continuera derrière. Hein. Non, moi je vais juste appuyer sur ce qu'on disait tout à l'heure, où je trouve en tout cas sur ce qui se passe en France sur l'utilisation d'Unreal dans l'animation et dans la production virtuelle. Alors, le jeu vidéo qui vit sa vie, c'est très bien. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je trouve fascinant au quotidien, c'est cette entraide et toute cette communauté qui fonctionne très bien ensemble. Et voilà, moi, je trouve ça réjouissant. Il y a un gros Discord. Essentiellement en France, donc. Ouais. Enfin, c'est là où il y a l'adoption qui s'est fait assez rapidement ces 2 dernières années. Okay. Ah oui, on a vraiment vu une bascule, surtout l'année dernière. Moi, j'ai vu la bascule entre les Radiraft en novembre 2022 et Annecy en 2023. Où Radiraft, c'était ouais, non, on sait pas trop, on sait que ça existe. Et puis Annecy, on avait des questions. Ok, comment on fait? Où est-ce qu'on peut trouver des formateurs et tout Intéressant. Au niveau pipe, vous avez des intéressant. Ça fait 2 ans que nous on voit des courts métrages et tout sous Unreal, sous Lini aussi. Même des séries. Là, il y a animation. Là, il y a des longs métrages. On a plusieurs longs métrages en France. Sont Il y a de production. Je pense que les premiers longs métrages, on va dire qualité cinéma sortent, soit fait en France. Ouais. Putain, c'est cool. Sans parler des VFX aussi. Je voudrais revenir dans le site JVerse, justement, tout ce qui est production virtuelle et tout ça, c'est hyper intéressant. Ouais, vas-y. Moi, je dirais juste surtout ce que je trouve chouette, c'est de voir des gens qui s'amusent avec. Ouais. Et en fait, des gens, une fois qu'ils mettent la main dans le moteur, et surtout au niveau de l'animation, ils n'ont pas l'habitude, tu disais, pas du tout d'être technique, de faire une ligne de code et tout ça. Ouais. Et il y en a qui se découvrent des passions. Et c'est ça qui, en fait, que je trouve chouette quand on anime cette communauté et tout ça, c'est de voir les gens qui disent « Oh là là, c'est dur !» Puis là, il y a un sourire qui arrive, qui fait « Mais en fait, on y passe des heures et on adore ça. » Et ça, je trouve que c'est chouette. Je ne peux qu'acquiescer. Ça fait 6 mois que je suis comme un gamin, là, un jour de Noël. À chaque fois que je te vois, t'es là. Oh, j'ai découvert un nouveau truc. Regarde. Est-ce que, pour finir un peu sur la partie éducation, puis je laisserai avoir ton moment Ardisson. Merci. Est-ce que là, vous avez l'impression que tous les élèves qui sortent maintenant, là, ils ont du taf derrière, ils trouvent un petit peu. Comment dire, est-ce que l'offre répond un petit peu à la demande qu'on est en train de créer dans les écoles, justement, qui forment de plus en plus de gens sur Unreal, ouais. Les écoles. Alors, dans l'animation, dans Unreal, c'est très précis, effectivement. Parce que jeux vidéo, je sais qu'il y a du taf. Il y en a peu qui le font, et ceux qui sortent, parce que là, ce que disait Joanne, l'année dernière, c'est peut-être 4-5 films qui sont sortis en temps réel sur la partie anime. Donc, c'est qu'on parle une trentaine d'élèves, ou peut-être une cinquantaine sur l'ensemble de la France. Ok. Donc, on est quand même sur des choses, c'était des tout petits... c'est en train de se mettre en place. Effectif, c'est en train de se mettre en place. Oui, je pense que ça trouve du boulot. En tout cas, en général, parce que du coup, les studios viennent nous demander en avance, comme tous les studios, quand ils ont besoin de talent. Et effectivement, on va les orienter sur les projets qu'on a suivis. Et
Donc il y a une demande du côté professionnel. Ouais, c'est même pas une demande. Ouais, là, c'est d'accord. Là, ça tombe dessus, gros, quoi. Il y a besoin. Il y a vraiment besoin. Ouais. Aujourd'hui, en fait, il y a 2 ans, l'État français a identifié les compétences d'infographiste temps réel comme étant une priorité stratégique et a développé une formation certifiante, par exemple, qui est portée par Gobelin. Il n'y a pas que Gobelin, il y a ATI qui va la porter, il y a l'Université de Toulon et l'école Méliès avec l'INA. Et qui identifie comme étant aujourd'hui un des freins d'adoption du temps réel au global, c'est le nombre de talents. Donc là, il y a une formation certifiante qui a été faite juste en quelques mois c'est l'État qui l'a portée. Donc non, aujourd'hui, les métiers du temps réel au sens large sont en énorme tension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit avoir 5 postes ouverts pour un talent et on a aussi bien sur des postes juniors que des seniors. Donc en plus, vous pouvez éventuellement prétendre à des salaires intéressants. Parce que si vous sortez de l'école. Ouais, non, mais c'est vrai. Ouais. Enfin, parce que le milieu de l'anime, c'est floudé. C'est envahi. Je sais pas comment dire, mais ça fait tellement d'années là qu'on sort à l'appel des animateurs, des gens qui font du rendu, etc., dans des moteurs classiques, dans des logiciels classiques à la Maya et tout, que c'est compliqué aujourd'hui d'être junior et d'être compétitif, quoi. Alors là, bon, manifestement. C'est une manière de se démarquer, quoi. Ouais. Oh, puis je pense que c'est cool, en vrai, ça a l'air d'être vraiment chouette. J'ai pas encore mis les mains dans Unreal, j'aimerais bien, parce qu'effectivement, comme on en a parlé, l'animation, c'est jamais le truc qu'on met en avant, mais il faut vraiment que je me penche dessus, pour voir un peu comment ça se passe concrètement. En arrière. J'ai un peu peur de ça. J'ai un peu peur de ça. Je vais arriver dans mon Maya avec mes 3 FPS, je vais être là, oh là, mon Dieu, quel enfer. Tu verras bien. On verra. Mais justement, on va parler du futur avec le moment Ardisson. Le futur avec Ardisson, putain, alors là. Ouais, parce que ça va être l'interview Turfu. L'interview du Turfu. Alors, je vais vous dire un peu des phrases, des questions, mais qui vont être dans 10 ans. Ça va toujours commencer par dans 10 ans. Est-ce que, voilà. Par exemple, alors dans 10 ans, qu'est-ce que Unreal Engine ne pourra toujours pas faire? Il pourra toujours pas faire le café, par exemple. Merci, je m'attendais. Il pourra toujours pas faire le café. Ok. Mais sinon... Alors, je pense qu'il est très peu probable qu'il puisse générer des images avec une IA générative, par exemple. Ah, l'IA ouais. Je pense que ça, chez Unreal... Ça passe pas l'IA? Eux essaient de... Ah ouais, c'est intéressant, ok. Je sais pas si vous avez suivi, mais juste après la sortie de DALL-E, l'une des premières positions publiques d'une grande boîte, c'était Epic avec ArtStation, ArtStation a annoncé qu'il bannissait toute AI générative d'ArtStation. Parce qu'ArtStation appartient à Epic. Ouais. Et voilà, donc ça met le là, quoi. Ça donne un peu quelle est la vision. Ça donne le ton. Voilà. Après, voilà. Des fois, j'aimerais bien qu'on y travaille un petit peu plus, mais en tout cas, il y a une vision très claire sur l'IA générative et la place pour les artistes. Il y a de l'IA dans plein de briques d'Unreal pour générer des images. Ça, je doute que dans 10 ans, on y soit. D'accord. Est-ce que dans 10 ans, Unreal sera devenu open source et gratuit? Alors, Unreal est déjà open source. Ouais. Et il sera plus gratuit. Non, alors, je pense qu'il y aura toujours une version gratuite. Ça, je pense qu'il y aura toujours une version pour y accéder gratuitement et essentiellement pour toute l'industrie du jeu. D'accord. C'est bien, on a un petit fond musique. Vous ne l'entendez pas parce que magie de l'algorithme, je suis désolé, mais oui, c'est de l'AI que j'utilise pour faire le mixage. Donc vous ne l'entendez pas, mais dans 10 ans, est-ce qu'il y aura des métiers actuels de l'industrie qui auront disparu? Oui. Parce qu'il y a 10 ans, il y a des métiers qui n'existaient pas, qui ont disparu, et que c'est normal qu'il y ait un renouvellement et une évolution des métiers. Mais ce qui était le cas il y a 10 ans et ce qui sera le cas dans 10 ans? Oui, ce ne sera pas causé par Unreal. Pas forcément. Pas forcément, il n'y a pas de raison. Peut-être plus par l'IA générative que par Unreal, d'ailleurs. C'est une vraie question. Parce que s'il y a des gens qui sont inquiets de ça, je ne pense pas qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet que tout d'un coup, le temps réel débarque et retire... les métiers évolueront. Donc, des métiers qui existaient il y a même 20 ans n'existent plus maintenant. Et puis, voilà. Et c'est normal, en fait. C'est juste la vie d'une industrie, en fait, et des métiers qui évoluent. Et dans 10 ans, du coup, est-ce qu'il y aura des métiers qui auront émergé? Des nouveaux métiers qui seront apparus?
Il y aurait forcément des nouveaux métiers qui vont émerger. Moi, je pense que c'est plus que des métiers qui émergent, c'est plutôt des métiers qui changent en profondeur. Les grands départements au sein d'un studio d'anime, de production virtuelle ou de jeux vidéo restent à peu près les mêmes. Par contre, quelles sont les tâches et les missions qu'on fait au quotidien, ça, elles vont vraiment évoluer. Après, il y a des métiers entiers qui ont apparu, par exemple, en production virtuelle. Il y a les fameux VAD, les Virtual Art Department, qui n'existaient pas du tout il y a encore 3 ans, et qui sont les métiers pour créer le contenu qui est à l'intérieur des murs de volume LED. Voilà, ça n'existait pas. Par contre, en termes de compétences, c'est exactement la même chose qu'un artiste en viro. C'est juste qu'on le fait pour un nouveau média. D'accord. Est-ce que dans 10 ans, les DCC classiques existeront encore? Non. C'est des questions pièges, hein. Alors, pour moi, ils existeront encore. Ils seront forcément différents. Comme ils étaient différents il y a 10 ans. Bon, non, Maya, c'est le même depuis 30 ans, mais les autres... Est-ce qu'il sera figé dans le temps, Maya, à ton avis, ou... Bah non, ils feront toujours un minimum de maintenance. Mais Oui, de maintenance, Non, mais je parle d'évolution, je parle pas de maintenance. Moi, c'est une vraie question. Quelle sera la stratégie à moyen terme d'Autodesk Non, pour moi, les grosses surprises à venir, c'est chez Adobe. Ouais. Ah ouais? Voilà. Depuis le rachat d'Algorithmic et Sébastien Deguy à la tête d'Adobe 3D, juste en 2 ans, ça a complètement changé. Et voilà, ça fait... je vois pas Adobe, même s'ils ont essayé plein de fois de rentrer dans le marché de la 3D, ils sont jamais arrivés. Là, ils sont en train de commencer à faire des choses qui sont vraiment intéressantes, que ce soit sur la question de l'IA et forcément à 3D. Donc, voilà. Qu'est-ce que Adobe va amener? Pour moi, ce sera le maître étalon, ça, c'est sûr. D'accord. Donc, un nouvel acteur dans la 3D. Enfin, Mais il y est déjà. Oui, nouveau avec gros acteur. Substance, mais là, ils arrivent par la modée. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont compris dès le départ que le marché, il n'était pas du tout dans l'animation et le cinéma. C'est pas là où l'essentiel des utilisateurs, ils attaquent par le design, par la mode, par l'archi, par le packaging produit. Alors, c'est pas, pour nous, c'est pas ce qui est Substance plus sexy, mais en tout cas, c'est par là qu'ils l'attaquent. C'est là où il y a le marché le plus important. Donc, d'accord. C'est intéressant. Et Nvidia. J'ai noté pour le CG. Et Nvidia aussi, ils sont en train d'arriver, Omniverse, etc. Non, alors, est-ce une illusion? Est-ce un... Alors pour moi, moi c'est parmi ceux que je suis le plus et je suis assez admiratif du travail que fait Nvidia, surtout sur la partie IA, dans leurs investissements vraiment de recherche pure et dure pour quelqu'un qui à la base vend du silicone. Hein, donc c'est au bout du compte, s'y retrouve parce qu'il faut vendre des puces en silicone, on est d'accord. Oui, pas du botox. Non, des trucs en silicone. Je pense qu'il faut vraiment suivre ce que fait Nvidia, ce qu'ils amènent. Après, moi, je les vois pas du tout, parce qu'ils n'ont pas encore commencé à le faire, de se positionner, eux, sur un marché de DCC. Par contre, sur Omniverse, ils ont pris un pas aussi complètement différent de celui d'Epic sur la question du métavers ou de Meta sur le métavers. Ils ont une approche qui est très industrielle, mais qui est je trouve assez intelligente et assez pertinente. Après, ils ont une vision, quand on écoute des conférences au SIGGRAPH, un peu étrange de où on va aller avec le métavers de leur côté, où ils veulent presque dupliquer le monde à la particule près. Alors, il y a un petit Matrix. boulot, voilà. Donc non, j'aime beaucoup parce qu'ils veulent modéliser l'intégralité du monde pour faire des simulations de la météo et du climat pour trouver des solutions pour aller. Sauf que qu'est-ce qu'ils vont générer comme CO2 pour arriver à la fin à nous dire non mais il faut arrêter avec le CO2. Ils tirent une balle dans le pied pour dire regardez, quand on tire là-dessus, ça se fait mal. Mais ce qui est très intéressant avec Nvidia, en tout cas à moyen terme, c'est vraiment sur l'adoption de l'USD. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, avec ce qu'ils font avec Omniverse, qui est USD natif, c'est parmi en tout cas les acteurs qui sont plus engagés dans l'USD. À côté de Disney, de Pixar qui porte le projet. Donc, je trouve très, très intéressant de suivre ce qu'ils vont faire. Nous suivrons ça. On essaiera peut-être d'avoir quelqu'un de chez Nvidia. Je sais pas si tu l'as noté. Moi, je parlais même carrément de l'USD. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire sur l'évolution des formats et l'arrivée de l'USD là. Et qu'est-ce que ça change, parce qu'on entend parler partout, mais c'est pas vraiment utilisé encore. Et moi, je suis très curieux personnellement de. USD temps réel, c'est compatible? Oui, oui, c'est juste un format de fichier d'échange, donc. Il n'y a pas de barrière. Non. C'est le nouveau FBX, entre guillemets, ou même pas, non, ouais.
Mais ça va au-delà. Ça va au-delà Oui, du ça va au-delà. FBX. Ouais. Donc ça méritera une émission, on est bien d'accord. Ça, c'est Ouais. ça. Pour expliquer tout ça. Bah merci. J'ai encore deux trois questions du Turfu, mais je les garde pour le site J-Beers. Bah ouais, parce que quand même, qui va Parce être que un ça cidre J-Beers. Ça fait 1h20. Donc Le cidre voilà. J-Beers. Bah, en tout cas, merci beaucoup Agathe, merci beaucoup Johan de nous avoir parlé de tout ça. C'est une première émission qu'on fait sur Unreal et sur le temps réel, mais on en fera d'autres justement pour voir un peu plus avec des studios par exemple, de voir comment ils ont intégré puis après différents studios, parce qu'on a parlé justement de on a à peine ébauché la production virtuelle ou l'architecture, la mode, même tout ce qui est VR, XR, etc. Donc il y a encore plein de sujets à explorer avec ce temps réel. Donc encore merci beaucoup de votre temps. Merci à vous. Et puis à bientôt les bipèdes. À très bientôt les bipèdes. Et à tout de suite pour les Patreons. Et à tout de suite pour les patrons bipèdes. Bye bye.